Et à 7h43, bonjour Toufika Klimandos. Bonjour. Vous êtes l'invité les matins pour parler de l'actualité, et puis plutôt nous aider à décrypter, comprendre l'actualité égyptienne. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, spécialiste de l'armée en Égypte, et puis que tout à l'heure sur le coup des 8h20, si tout va bien, nous aurons en ligne depuis le Caire Amr Moussa, qui a d'ailleurs annulé son voyage en France. Il devait participer au forum de Libération à Lyon à la fin de la semaine, mais vu l'actualité égyptienne, évidemment, on comprend qu'il soit resté en Égypte. Je rappelle qu'Amr Moussa est l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe et qu'il fut aussi ministre des Affaires étrangères de 1991 à 2001 et possiblement toujours. Mais je vous qu'il y a un léger flou. Vous avez la réponse, vous? Est-il toujours ou pas candidat à l'élection présidentielle? Il est toujours candidat à l'élection présidentielle. Parce que quelques dépêches, notamment venant du monde arabe, semblent dire parfois le contraire, mais on lui posera la question. Bon, peut-être, Toufika Klimandos, essayons de comprendre avec vous ce qui se passe. Nous avons appelé un peu légèrement cette émission d'aujourd'hui l'armée et le peuple, fin de la lune de miel. Il faut dire que vous connaissez, vous, parfaitement les liens très forts qui unissent le peuple égyptien à son armée dans les différentes dates très importantes de l'histoire égyptienne. Mais peut-être pour commencer tout de suite par une question, est-ce qu'aujourd'hui on assiste vraiment à la fin de quelque chose qui fera dire dans les livres d'histoire un jour que, comme pour la Révolution française, on parlera d'un ancien régime et d'un nouveau régime en Égypte? C'est trop tôt pour le dire, mais là on peut dire que la transition démocratique est considérablement compliquée pour plusieurs raisons. C'est qu'on a une dynamique révolutionnaire où la rue dicte son tempo et la rue a toutes sortes de revendications légitimes, la principale étant l'état de droit, la fin des violences policières. Après, chacun définira le droit à sa manière. Mais s'il y a une unanimité en Égypte, c'est les violences policières, la maltraitance policière doit s'arrêter définitivement et les responsables doivent payer. Les responsables de cette violence policière doivent payer. Et le Conseil supérieur des forces armées n'a pas mesuré l'ampleur et la profondeur de cette revendication. Sur d'autres dossiers, on peut dire que soit les dossiers étaient... Revendication sur quoi, par exemple? Sur l'état de droit. Voilà. Les violences policières, c'est fini. Et est-ce qu'il ne faut pas y mêler également quelque chose qu'on appellerait la révolte sociale? La révolte sociale existe, mais il n'est pas très éloigné, après tout, de la question du droit. Mais bon. En Égypte depuis 2006. Alors, je suis pas en train de la minimiser, au contraire, elle a de l'ampleur, mais ça, oui. Il faut que les revendications s'expriment, ou soient canalisées, ou soient gérées d'une manière autre que le bâton. Mais ça, le régime sait le faire, gérer des revendications sociales sans avoir recours au bâton. Il a plus ou moins appris à le faire. C'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est la violence au quotidien de la police. Dans la rue, vis-à-vis des défavorisés, vis-à-vis des militants politiques. Quelle police? Parce que cette police, il semblait qu'elle avait un peu disparu, que les fonctionnaires de police en Égypte se faisaient moins visibles parce que justement tant décriés, et que ceux qui continuent de faire un peu leur métier, lit-on dans les articles ça et là, essaient de le faire à minima. Alors de quelle police parle-t-on? Nous parlons de la police, c'est-à-dire de la police qu'on appelle la police, que ce soit les CRS, le policier du quartier, etc. Alors celui-ci a tendance maintenant à reculer quand il y a un problème, mais les CRS existent toujours. Et comment vous dire, on a aussi la police militaire qui est beaucoup plus facilement brutale. Je dirais les deux peuvent être très brutaux, mais qui est beaucoup plus systématiquement brutale que la police normale. La police normale où il y avait toutes sortes de maltraitances, quand même, il y avait plus facilement une interaction entre la personne qui était interpellée et le flic. La police militaire, vous ne pouvez pas parler. Et donc, on peut entrer, c'est-à-dire c'est une violence multiforme, il y a celle des CRS, il y a celle dans les centres de police, il y a celle vis-à-vis de suspects qui sont peut-être dans des cas probablement coupables. C'est la police frappe. Le policier a tendance à frapper plutôt que de soigner son enquête. Et ça, les Égyptiens n'en veulent plus. Et je crois que c'est... Et ils ne font pas confiance, du coup, à l'armée actuellement pour régler ces questions-là?
Mais là, il faut dire que, autant sur d'autres dossiers, je pourrais vous dire l'armée avait une carte difficile où ces décisions peuvent se plaider au moins isolément, même si l'ensemble fait suspect. Force est de constater que, en ce qui concerne la restructuration du ministère de l'Intérieur, force est de constater en ce qui concerne les modus operandi de la police, l'état de droit, mais rien n'a été fait, quoi. Alors, Toufik Clément, cela dit, est-ce que, pour revenir un peu en arrière, mais après tout, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, janvier, février 2011, est-ce qu'on n'a pas un peu trop, y compris peut-être nous, célébré, mais parce qu'on le constatait de visu, naïvement, la continuation des noces du peuple et de l'armée en Égypte, et fallait-il être moins confiant que nous le pensions devant ces moments de joie et de liesse, tout simplement le 12, 13, 14 février, sur la place Tahrir? Regardez, la réponse qui s'impose aujourd'hui est que probablement, oui, on a un peu exagéré. Après, ça se comprend tout à fait, je pense. J'ai participé. Je suis enclin, comme j'ai fait la même erreur, à me chercher des excuses. Il est évident qu'on aurait dû se rendre compte, au moins ceux qui connaissent un peu l'armée, que cette équipe était pas extrêmement politisée, que ce sont des militaires extrêmement compétents, mais ils n'ont pas fait de politique. Et que confier la gestion de processus révolutionnaires, que soit pour les contrecarrer, mais en douceur, soit pour les accompagner, soit pour leur permettre de négocier des virages, il fallait un savoir-faire qu'ils n'avaient pas. Alors l'on peut dire, comme le disait le monsieur qui est un ami de V arabiste, que rien ne prouve que dans le personnel politique égyptien, il y aurait eu quelqu'un de plus capable. Reste que je crois que dans le personnel politique égyptien, personne n'aurait osé faire couler autant de sang les 40 derniers jours. Et ça change la donne. Mais comment expliquez-vous cela à l'aune de la longue histoire qui lie le peuple à l'armée égyptienne très souvent? Vous avez écrit de très longs articles sur ces questions-là. Il y a eu des périodes où, au fond, l'armée a été soutenue par le peuple, où le peuple soutenait l'armée, notamment dans les périodes de révolution égyptienne de 1952. Qu'est-ce qui fait que là, nous ne sommes pas exactement dans le même processus? Est-ce que ça veut dire qu'on arrive tout de même en fin de quelque chose? Alors, je dirais que là, comment vous dire, c'est une révolution, donc vous avez un manque de confiance. Toutes les forces politiques, même celles qui sont proches les unes des autres, ne se font pas confiance. Au sein de la même force politique, les acteurs ne se font pas confiance. Il y a ceci, il y a la fatigue physique. Et je crois, in fine, que l'armée a fait une très grosse, alors que très conjoncturellement, le Conseil supérieur des forces armées a fait une très grosse erreur de calcul, qui était, je vous aurais dit vendredi matin, tous les sondages de l'opinion publique montrent qu'il y a une grosse majorité, ou une majorité assez nette, qui en a assez des sit-ins à répétition à la place Tahrir, et qui pensent que ça ne sert à rien et que c'est très fatigant. Sauf que avoir assez ou trouver que les gens qui font des sit-ins sont des emmerdeurs, c'est une chose. Les voir se faire dégager extrêmement violemment. Et là, le déclencheur, ça a été un sit-in de blessés. C'est pas un sit-in de jeunes vigoureux, etc. C'est un sit-in de blessés de la Révolution. Encore une fois, donc on est dans un cas spécifique. Et plus généralement, vous pouvez penser que les gens qui font un sit-in sont des emmerdeurs. Vous pouvez penser qu'on ne les traite pas comme on les a traités. Je crois qu'il y a eu une mécanique qui s'est mise en place, que la date des élections a été un facteur compliquant, puisque clairement, l'armée s'est comportée comme si elle voulait que l'ordre soit revenu à tout prix pour le 28. Et donc, elle a frappé très fort. Et elle a eu une réaction aussi violente que ses coups, quoi. Alors, vous parlez du mécontentement et de la demande de plus d'état de droit, de moins d'arbitraires policiers. Mais là aussi, comment explique-t-on cette nouvelle flambée de manifestations et de révoltes, tandis que théoriquement, tout de même, après tout, il y a les élections, toujours prévues pour maintenant dans 3 jours? Et bon, alors il faut d'abord voir, ça me permet de montrer un autre problème de la crise, c'est que là, ça a été spontané. Sauf si une enquête, je veux dire, sérieuse d'historiens, pas de flics, montre qu'il y avait en fait des gens qui ont souhaité ce 3e tour. Je vous eus dit, je crois que d'ailleurs je l'ai un peu écrit sans l'écrire, tout en l'écrivant, que nous allions avoir, après les élections, il y aurait un 3e tour révolutionnaire. Le 3e tour révolutionnaire a eu lieu avant.
Oui, c'est pas dans l'ordre que vous aviez décrit, mais voilà. enfin, grosso modo, quand j'ai dit qu'on le risquait fort. Oui. Parce que je ne voyais pas comment une majorité élue pouvait régler les problèmes, etc. Ce qui s'est passé, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a eu une énorme bavure contre un sit-in de blessés. Et donc là, tout le monde est accouru. C'est une jeunesse, il faut voir. C'est pour ça que les négociations, je suis un peu sceptique sur les négociations de l'armée avec les forces politiques. C'est pas les forces politiques qui ont voulu ça. Par exemple, la principale force politique, qui sont les Frères musulmans, pense qu'elle va gagner les élections. Donc, elle n'a aucun intérêt à les voir même ajourner. Ça, c'est une réaction populaire, jeune essentiellement, mais pas seulement jeune, outrée par le comportement de la police. Les Égyptiens ont voulu une autre Égypte, et s'ils ne sont pas d'accord, encore une fois, sur c'est quoi une autre Égypte, et s'ils veulent un État fort ce n'est pas un État qui a besoin d'humilier ses citoyens quotidiennement. Est-ce qu'il faut tout de même ensuite, pour éviter là aussi les pièges et les clichés, résumer ce qui se passe place Tahrir au Caire, et qui est extrêmement important, mais que l'on définit souvent comme un emblème, est-ce qu'il faut résumer cette place Tahrir-là aux 50 millions d'électeurs égyptiens qui sont inscrits et qui devraient aller voter? Alors la réponse est non, sauf que là, c'est beaucoup plus violent et intense, me dit-on, à Alexandrie. Il y a des manifestations. Voilà, Alexandrie, ça s'est étendu à Suez. On me parle, après je n'ai pas de chiffres, de manifestations à Ménia, à Siout. Il y a des manifestations dans plusieurs grandes villes de province. Ça c'est d'abord, donc c'est pas seulement la place Tahrir. Encore une fois, je peux le dire différemment, quand en février ou même en mars, le Conseil supérieur des forces armées a un taux d'approbation de 90% au minimum. On était un mois après le départ d'Hosni Moubarak. Vendredi dernier ou jeudi dernier, je vous aurais dit, les sondages disent qu'ils sont à 60%, ce qui est quand même une grosse majorité, ou une majorité très nette, mais ils ont quand même perdu 30 points. On n'a pas de sondage sur ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que le pays est plus divisé qu'on le dit, mais dans l'ensemble, ça m'étonnerait qu'ils aient gagné des points dans l'épisode, quoi. Est-ce qu'ils ont pu en gagner depuis hier soir? Est-ce qu'ils peuvent en gagner depuis hier soir? Puisque on a appris que le maréchal, Mohamed Tantaoui, qui dirige ce fameux Conseil suprême des forces armées, a donc annoncé hier soir une accélération du processus de transfert du pouvoir aux civils avec la tenue d'une élection présidentielle en juin, un référendum sur l'armée et la confirmation que les élections législatives se tiendront bien lundi. Alors, mon opinion personnelle ne compte pas beaucoup, mais je vais... Votre analyse nous intéresse, monsieur. Je vais vous la donner. Le problème est très simple, c'est qu'il n'a pas été cru. Et il n'a pas été cru pour de bonnes raisons. C'est d'abord qu'ils ont déjà annoncé, ils ne sont pas les seuls, je ne veux pas quand même les diaboliser, tout le monde annonce une feuille de route avec des dates, nous ferons ceci ou nous ferons cela, et tout le monde change d'avis. Alors des gens changent d'avis soit parce qu'ils sont de mauvaise foi, soit tout simplement parce que la conjoncture change. Donc il serait de bonne foi que je vous dirais, mais il n'en sait rien, on est dans un processus révolutionnaire, il y a trop d'impondérables, trop d'imprévus. En plus, les Égyptiens pensent, à tort ou à raison, qu'il est de mauvaise foi. Moi, j'ajouterais que le Conseil supérieur des forces armées n'est peut-être pas conscient du problème. Mais est-ce qu'il pense qu'il est de mauvaise foi, comme il pensait qu'Hosni Moubarak était de mauvaise foi, par exemple? Est-ce qu'il y a un scénario qui se répète? Maintenant, je vous dirais, disons que Moubarak a eu le temps de faire ses preuves en 30 ans, je dirais. Lui, je dirais que c'est peut-être moins, comment vous dire, il faudrait faire des sondages, que l'opinion est peut-être plus partagée, alors qu'il y avait unanimité pour dénoncer le clan Moubarak, avec des variantes qui détestent le père et qui détestent le fils et qui détestent les deux. Mais là, probablement que l'opinion est un peu plus partagée, mais il perd des points tous les jours, et il y a lieu de penser que, au moins ceux qui sont à la place Tahrir et ailleurs en Égypte ne lui font plus confiance. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il va y avoir une complication supérieure dans la transition, ou supplémentaire, excusez-moi, dans la transition. C'est très simplement, il va falloir négocier leur immunité. Est-ce que il y a eu beaucoup de sang qui a coulé? Et je ne vois pas comment elle peut être négociée à l'heure actuelle. D'un seul petit mot, Tawfik Al-Kimandos, est-ce que ces élections législatives doivent avoir lieu ou elles auraient dû être annulées? Moi, personnellement, à titre personnel, il faut des élections législatives. L'idée de la faire absolument le 28 novembre, ça veut dire amener l'ordre avant le 28 novembre. Comme je ne vois pas avec qui on peut négocier, puisque c'est un mouvement sans tête. Et puis il faut faire un nouveau gouvernement. Ça veut dire il y a des risques d'aggravation de la violence pour amener l'ordre à tout prix. Je serais plutôt enclin de les déplacer d'un mois.
8h17. Brice, c'est l'heure de votre chronique qui introduit le débat, comme chaque jour, des matins. Dites, je note que tout de même, pendant tout ce printemps qu'on a appelé le printemps arabe, vous nous disiez, voilà, le modèle, c'est le modèle des révolutions à l'Est. Et visiblement, vous faites un mea culpa ce matin. Oui, c'est une erreur que je suis pas le seul à avoir fait. On a interprété beaucoup trop les révolutions arabes à la lumière du précédent, de 1989. Or, le monde arabe n'est pas l'Europe centrale. Les dictateurs dont il est en train de se débarrasser un par un ne lui ont pas été imposés de l'extérieur par une idéocratie impérialiste comme l'était l'URSS, et les sociétés arabes n'ont pas, contrairement à celles, disons, de Tchécoslovaquie ou de Pologne, d'expérience réelle de la démocratie. Et enfin et surtout, le facteur islamiste et la puissance politique des forces armées créent des conditions locales qui sont absolument spécifiques. Non, si on cherche vraiment un précédent à ce qui a lieu ces jours-ci, en Égypte notamment, c'est peut-être plutôt du côté de la Turquie qu'il faut se tourner. À Ankara aussi, on s'en souvient, des islamistes avaient gagné une première fois les élections législatives en 1995 avec le parti de la prospérité. Les militaires turcs qui se considèrent comme les garants du caractère séculier du régime kémaliste n'ont accepté de laisser Erbakan devenir chef du gouvernement que très brièvement, pendant 11 mois, entre 96 et 97, mais ils conservaient les moyens de surveiller ce pouvoir dont ils se méfiaient donc grâce à un Conseil de sécurité nationale créé par la Constitution de 1982 qui avait été inspirée par les militaires après leur coup d'État de 1980. Ce n'est qu'à la suite de la deuxième victoire électorale d'un parti islamiste, l'AKP, en novembre 2002, que les militaires, relâchant la pression, se sont résignés à ce que le fameux Conseil renonce au rôle de tuteur du pouvoir civil. Alors ce que tente aujourd'hui en Égypte le Conseil suprême des forces armées, le CSFA, s'apparente à la manière de procéder des militaires turcs. L'armée égyptienne, comme l'armée turque, jouit du respect de la population, mais elle a ses propres intérêts, notamment financiers. Elle contrôle probablement un quart de l'économie du pays. Vous me direz ce que vous en pensez, Toufik Aklimandos, à ce propos-là, parce que les chiffres que je trouve sont extrêmement variés. En tous les cas, elle a une forte puissance financière dans le pays et elle prétend encadrer par un document qu'elle a rendu public la semaine dernière étroitement la commission constitutionnelle que le Parlement élu cet automne aura notamment pour mission de désigner. Le CSFA prétend en nommer lui-même 80 membres sur 100. Il y aurait que 20 donc qui seraient issus du prochain Parlement. Ce document que le CFA a produit stipule que l'Égypte doit demeurer un État civil parce que les militaires redoutent que les islamistes majoritaires ne proclament eux un État religieux. Le texte entend par ailleurs soustraire l'armée et ses intérêts au contrôle des civils, ce qui signifie entre autres que l'armée ne tolérerait pas un civil pour ministre de la Défense. Alors tout cela est inacceptable évidemment pour les jeunes révolutionnaires de la place Tahrir, qui estiment qu'on est en train de leur voler leur révolution, ni surtout pour les différents partis islamistes qui entendent garder les mains libres au lendemain de leur probable victoire aux élections législatives qui vont commencer la semaine prochaine. Certes, ces islamistes sont divisés. Le parti de la liberté et de la justice, qui est donc celui des frères musulmans, est concurrencé dorénavant par une alliance islamique qui regroupe un très grand nombre de partis grands et petits. Il faut aussi compter avec des partis démocrates qui sont paradoxalement tentés par un pouvoir autoritaire qui serait susceptible de les protéger de la menace islamiste. Je pense à Al-Wafad et à Tagamou. Jusqu'à avant-hier, ils appuyaient discrètement une candidature à la présidence du maréchal Tantawi, le probable candidat de l'armée à la présidentielle. Qu'en sera-t-il à présent ? En tout cas, la situation ne saurait durer. Les classes moyennes égyptiennes aspirent à l'ordre et à la stabilité dans un pays où le tourisme compte pour 13% du PIB. Alors, mes deux scénarios sont les suivants. Soit les frères musulmans s'avèrent dans l'avenir d'aussi habiles gestionnaires que l'AKP turque. Alors, l'armée égyptienne, comme l'armée turque, pourrait renoncer progressivement à exercer son tutorat et retourner dans ses casernes. Mais le scénario du pire, évidemment, c'est celui de la guerre civile. Toufik Aklimandos, réaction, commentaire à la chronique de Brice Couturier ? C'est une description extrêmement précise, même si on peut toujours ajouter c'est du Couturier. des précisions supplémentaires de ce qui se passait en Égypte jusqu'à vendredi. Là, nous sommes dans une nouvelle donne,
puisque, comme je le disais, la transition est considérablement compliquée, parce que le processus révolutionnaire, ça va pas très bien avec élection d'une part, et d'autre part, là, le Conseil supérieur des forces armées a fait verser beaucoup de sang, donc il va être plus... Il va falloir aussi penser soit au procès, soit à une immunité, donc il y a un facteur qui complique la donne. Je crois que c'est à peu près ça. Le Conseil supérieur des forces armées avait fait publier un document, enfin c'est plutôt le gouvernement, qui est très critiquable par beaucoup de points, mais qui est aussi une des explications du problème. Alors là, je suis enclin à dire que je comprends un peu la logique de tout le monde. En gros, le Conseil, en mars, une feuille de route a été approuvée par référendum. Cette feuille de route avait été négociée par les militaires avec les islamistes et elle revenait à laisser la majorité parlementaire écrire la Constitution pratiquement toute seule. Et tout le monde a... tous ceux qui ne sont pas islamistes disaient non, il faut prévoir une formule permettant à tout le monde d'être représenté. Et l'armée, depuis, essaye d'une part de protéger effectivement son empire financier ou ses privilèges, plutôt son droit à ne pas parler des affaires militaires en public. Son empire financier, personne n'y touchera, je pense. Je peux m'expliquer là-dessus. Et de tenir compte des objections des autres camps. Mais ce faisant, elle est en train, la combinaison de je garde mes privilèges, je suis au-dessus du pouvoir civil et je ne respecte pas la feuille de route. Alors là, sur ce dernier point, pour de bonnes raisons, cela a beaucoup alimenté la défiance. Je devrais ajouter pour le camp libéral, c'est que le camp libéral, outre toutes sortes de divisions sur le plan économique, vous avez des libéraux, vous avez des socialistes, vous avez des marxistes, des sociodémocrates. Fondamentalement, dans tous les partis, une fracture oppose ceux qui pensent que le principal danger vient d'armée et ceux qui pensent que le principal danger vient des islamistes. Donc là aussi, ça paralyse beaucoup ceux qui ne sont pas islamistes en Égypte. Et il faut voir, quand je dis ceux qui ne sont pas islamistes, j'ajoute les islamistes qui ne se reconnaissent ni dans les frères ni dans les salafistes. En ce qui concerne est-ce que les frères vont être de bons gestionnaires ou pas, personne ne le sait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont multiplié les signes contradictoires. Il y a deux manières de lire leur stratégie. On peut penser d'une part que les enjeux égyptiens sont tellement compliqués, et là aussi je parle de la situation vendredi dernier. Nous sommes dans une nouvelle donne, que les enjeux égyptiens étaient tellement compliqués qu'ils ne vont jamais gouverner seuls, mais qu'ils vont essayer de gouverner en coalition. Et ceux qui pensaient par contre, non, ils sont dans une situation historique exceptionnelle où il n'y a personne contre eux, puisque l'ancien parti au pouvoir s'est effondré et que le nouveau parti n'existe pas, et que s'ils ne prennent pas le pouvoir aujourd'hui, ils ne le prennent jamais. Oui, mais pourquoi, par exemple, ne soutiennent-ils pas le mouvement de la place Tahrir ? Alors ça va peut-être changer, mais à l'heure où l'on parle, parce que quand vous dites soyons prudents, ça change vraiment très rapidement. Non, le problème est extrêmement simple, c'est qu'ils veulent les élections. Le mouvement de la place Tahrir va probablement, a pour conséquence qu'on va ajourner les élections. C'est-à-dire, il y a un risque qu'on ajourne les élections. Eux, ils veulent les élections. Donc, soutenir un mouvement, de contestation qui risquerait d'annuler les élections leur serait défavorable, évidemment, puisqu'ils souhaitent les élections, puisqu'ils projettent au fond ce que l'on dit partout, de gagner, de remporter une majorité de suffrages. Ils pensent qu'ils vont gagner les élections, donc ils veulent que les élections aient lieu le plus vite possible. Ajoutons à ça que peut-être qu'ils essayent de voir comment ça évolue, s'ils ont intérêt à appuyer le mouvement ou s'ils ont intérêt à négocier avec l'armée. Il y a aussi une forte dose de pragmatisme. Pour le moment, c'est le genre de mouvement où tout le monde perd des points, quoi. Brice ? Mais quelle est la menace la plus dangereuse pour l'avenir démocratique de l'Égypte, alors selon vous? C'est les islamistes ou c'est les militaires? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre à côté. Alors, mon opinion personnelle ne compte pas, à titre personnel. Ce que je vais vous dire, c'est la menace sur l'Égypte, c'est qu'il n'y a pas d'état de droit. Une force qui donnerait des garanties sérieuses qu'elle instaurerait un état de droit, même si je ne me reconnais pas dans le type de droit appliqué, me semblerait préférable. Le problème est qu'à l'heure actuelle, je ne fais confiance à aucune formation politique, ni à l'armée, pour instaurer un état de droit.
Une caractéristique aussi qui est assez troublante, enfin du point de vue occidental, c'est que les dynasties du Golfe semblent appuyer l'armée, le mouvement dont on parlait, le SCALF, là, plutôt que les partis islamistes. C'est étonnant de la part de monarchies qui elles-mêmes se réclament de l'idéologie islamiste. Alors je vais répondre, il faut quand même distinguer l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite, non, je confirme, l'Arabie Saoudite donne l'impression de ne pas vouloir des frères. Alors elle ne veut pas des frères pour toutes sortes de raisons. D'abord, il y a un problème, je dirais, de mémoire historique. Et là, c'est pertinent, puis c'est la même équipe en Arabie Saoudite qui dirige le pays. Ils ont confié les clés du système éducatif ou de l'enseignement supérieur saoudien aux frères et les réseaux internationaux aux frères, et ils ne sont pas contents du résultat. Je pense qu'il y a ça. Ça, c'est un. Ils n'ont pas oublié le fait que l'international frère n'a pas exactement pris parti pour eux lors de l'épisode irako-koweïtien en 90-91. Troisièmement, là, ils sont leur principal, le pays qui les menace en premier, qui est leur principal, comment dire, obsession est péjorative, mais disons obsession, c'est l'Iran. Et ils semblent penser que les frères risquent d'être obligés à mener, pour des histoires palestino-arabes, à appuyer l'Iran. Quoique sunnite. Quoique sunnite, mais parce que Hamas est très fortement appuyé par l'Iran. Je ne suis pas. Il y a probablement d'autres choses. Il y a peut-être aussi un passé de promesses non tenues de part et d'autre. Mais les Saoudiens, ils appuient l'armée carrément en Égypte ? Discrètement, mais vous savez, les Saoudiens ne mettent jamais les œufs dans le même panier, mais je crois que très profondément, ils préfèrent l'armée. Alors, excusez-moi, nous sommes en direct, je regarde en régie, nous avons des soucis de ligne téléphonique. Alors, on continue. Alors, peut-être, Toufik Klimandos, puisque nous avons fait un développement par rapport à l'armée, qu'est-ce qu'on peut dire justement alors sur quand même la question à la fois des frères musulmans d'un côté et des salafistes de l'autre? Quelle différence réellement opère-t-on entre salafistes et frères musulmans? Est-ce qu'elle se mesure en termes de degré de radicalité, ou est-ce que la différence est justement plus subtile? On peut d'abord la mettre dans des degrés de radicalité, même si la différence est probablement plus subtile. Disons que c'est deux sensibilités différentes. Alors, étant entendu, non, pour être précis, les frères musulmans, c'est quand même une formation dont on peut dire ce qui suit, c'est qu'en théorie, c'est un mouvement qui est à la fois un parti léniniste et en même temps un mouvement de masse. Il y a un appareil qui est en gros tenu par la mouvance la plus radicale, qui est une mouvance qutbienne, Qutb étant une sorte de Hegel islamiste ou de micro-Hegel islamiste. C'est pas le même niveau, mais en gros qui a une lecture de l'histoire comme, disons, comment vous le dire, enfin je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est quand même plutôt une lecture de l'histoire du monde, plus que de la doctrine musulmane. Et c'est un mouvement de masse qui accueille tout ce que l'islam peut accueillir, c'est-à-dire tous les musulmans qui font les prières et ont un comportement conforme à la morale islamique, ce qui donne des gens très différents. Les salafistes, c'est surtout des gens qui veulent retrouver la pureté originelle de l'islam. Et qui sont, ça c'est premièrement, chacun met dans la pureté originelle de l'islam des choses très différentes, qui pensent, alors là vous m'obligez à entrer dans des détails théologiques, qui pensent qu'il faut suivre de très près les hadiths et faire un très gros effort sur la sunna du prophète et pas seulement le Coran, mais qui mettent énormément l'accent sur les hadiths et qui sont pour une lecture assez littérale du Coran. Il y a des salafistes chez les frères. Mais les salafistes font pas confiance aux frères. Alors je vous interromps, Toufik Klimandos, parce que je crois que nous avons désormais en ligne du Caire, il est 9h30 au Caire ce matin, Amer Moussa. Bonjour Amer Moussa, vous nous entendez bien? Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Les propos seront traduits par Michel Zlotowski. Monsieur Moussa, peut-être quelques questions tout de suite. Quel est, à l'heure où nous parlons, à 9h30, le climat social, le climat du Caire en ce moment précis? Le climat, la situation, très actif dans les consultations politiques entre hommes politiques et le Conseil suprême des armées, les organisations de jeunesse, les révolutionnaires et d'autres cercles. Tous parlent du plan qui a été accepté hier,
d'une feuille de route en ce qui concerne les élections au Parlement qui prendront place exactement comme prévu le 28 et les élections présidentielles également avant le mois de juillet et le transfert des pouvoirs vers les autorités élues civiles. Et le pouvoir devrait être transmis avant le présidentiel de juillet. Maintenant, nous parlons également du nouveau gouvernement, un gouvernement de transition qui s'occupera des affaires courantes jusqu'au transfert des pouvoirs. Bien sûr, il y a des tensions encore, il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont en désaccord, mais c'est un processus actif de discussion et de consultation. J'espère que d'ici la fin de la journée ou d'ici demain, il y aura un accord sur la façon d'aller de l'avant. Monsieur Moussa, approuvez-vous ce nouveau calendrier avec notamment le maintien des élections législatives? Et par ailleurs, pensez-vous et seriez-vous d'accord pour participer à un nouveau gouvernement de coalition nationale? Je rappelle à nos auditeurs français que vous avez été ministre des Affaires étrangères en Égypte de 1991 à 2001, puis vous avez été bien sûr le secrétaire de la Ligue arabe jusqu'à juillet dernier. Je ne spéculerai pas là-dessus. Je suis candidat à la présidence. Nous discutons de toutes les possibilités et ce qu'il est nécessaire de faire et comment les choses devraient être dirigées. Et donc, pour cette raison, le nouveau gouvernement devra s'occuper des consultations. Brice Couturier, une question à M. Moussa. Monsieur Moussa, certains parient sur une progressive intégration des islamistes aux jeux politiques démocratiques en Égypte sur le modèle turc. Est-ce que ça vous semble crédible? Ahmed Moussa, depuis le Caire. Je n'ai pas très bien compris. Alors je repose la question. Certains parient sur une progressive intégration des islamistes aux jeux politiques démocratiques, comme ça s'est passé en Turquie avec l'AKP. Some are betting into the integration of the Islamists into the game. Ils font déjà partie du jeu politique. Mais démocratique. Et les consultations, ils font partie des consultations. Ils étaient très présents et nous allons voir ce que la démocratie va apporter. Donc, c'est une question qui sera décidée par les électeurs. Je ne dirais pas que qu'il y a un modèle, mais il y a un système de vote, il y a un modèle de vote qui va produire un Parlement avec une nouvelle majorité. Beaucoup pensent que le Parlement qui sortira des urnes sera une majorité composite. Certains partis auront plus de députés que d'autres. Donc il y aura obligatoirement une coalition. Il y aura une nouvelle ère politique qui va s'ouvrir en Égypte. Ahmed Moussa, vous avez été ministre des Affaires étrangères en Égypte de 1991 à 2001. Vous connaissez bien le personnel politique égyptien. Diriez-vous aujourd'hui, et le personnel politique et l'armée et les militaires égyptiens, diriez-vous, comme certains, que l'armée, cette fois, n'a rien compris au peuple et n'a rien compris à la révolution? Traduction, Zlotowski. Would you say that the army didn't understand at all what is happening and what is the people wishing to do? Pourquoi ne comprendra-t-il pas? Non. Le point, c'est que la période de transition est pleine de tensions et de choses qui ne sont pas très claires. Hier, lorsqu'on discutait avec le Conseil suprême de l'armée, le Conseil de l'armée, il y a une compréhension de la gravité du moment et qu'il faut être ensemble afin de produire quelque chose qui ait du sens et qui soit soutenu par le public. Donc les décisions d'hier ont été très claires.
c'est très très sérieux. On est très sérieux sur les élections, sur le transfert du pouvoir, sur la façon de s'occuper des manifestants et des questions actuelles. Et il faut en faire plus de ce point de vue. Mais je ne pense pas qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Non. Ils apprécient la gravité de la situation, comme les discussions l'ont prouvé hier. Il serait trop tôt de parler de divorce entre le peuple égyptien et son armée? Is it too early to talk about a divorce between the army and the Egyptian people? A divorce. A divorce. No, I hope that there will be no divorce and there is no divorce. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Il y a une différence de vue sur le plan politique. Et sur la place Al-Tahrir et la façon dont le Conseil supérieur de l'armée dirige le pays. Mais c'est pas, il n'y a pas de divorce avec le Conseil suprême de l'armée, non. Les discussions se sont concentrées sur un point extrêmement important, la date du transfert du pouvoir, et le plus tôt, le mieux. Mais ce que nous avons eu hier, ce sera au milieu de l'année prochaine. C'était une requête de tellement d'hommes politiques et tellement de partis. Est-ce qu'on peut le faire plus tôt? Peut-être. Nous allons voir. Et ça sera déterminé par le premier tour des élections parlementaires, qui commencera le 27 de ce mois. Une avant-dernière question. Mais est-ce que le peuple égyptien et les principaux partis égyptiens, en particulier islamistes, sont prêts à accepter que l'armée fixe un cadre constitutionnel très rigoureux à la modification constitutionnelle qui doit intervenir l'année prochaine? Is the people and are the Islamic parties ready to accept that the army will set a constitutional framework for next year? No, the constitution will be discussed by representatives. Non, la Constitution sera discutée par les représentants de toutes les organisations et de toutes les couches de la société. Ce n'est pas à l'armée ou à une organisation quelconque d'écrire la Constitution ou de dicter la Constitution. La Constitution sera soumise à des discussions et des débats profonds à ce sujet. Mais je voudrais vous dire que la plupart, beaucoup d'articles de la Constitution sont déjà connus et acceptés. Et il n'y a pas de différence. Il y a 3 ou 4 points qui doivent être discutés. Je crois que ça va nécessiter beaucoup de temps. Dernière question, Ahmed Moussa, vous avez confirmé que vous seriez candidat à l'élection présidentielle en Égypte. Qu'allez-vous faire et que direz-vous, comment allez-vous vous adresser aux frères musulmans qui sont souvent parmi vos principaux opposants et vous critiquent au fond pour vos attaches avec l'ancien régime d'Hosni Moubarak? Que direz-vous et quel compromis tenterez-vous de faire pour gagner cette élection présidentielle par rapport à notre candidat dont on parle beaucoup, comme Mohamed El Baradei? Mr. Moussa, you confirmed you would be a candidate to the presidential election. What will you say? What will you do? What will you tell the Islamic Brotherhood? And we know they are slightly opposed to you due to your links with the former regime. Well, we have a lot of arguments on this point. Eh bien, nous n'avons plus d'arguments. C'est pas cette question-là qui est importante. C'est-à-dire qui faisait partie de la clique qui a causé les troubles importants de l'Égypte. Il y a certains groupes qui n'incluent pas des personnes comme moi ou d'autres. Mais j'ai le soutien du peuple égyptien ou de la majorité pour ma candidature. C'est une indication claire que les gens apprécient ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères a fait ou ce que tel ou tel autre a fait dans sa carrière politique. Donc, j'ai suffisamment de soutien public.
Merci beaucoup, merci Monsieur Ahmed Moussa, et vous le savez, nous sommes en contact avec vos services. Vous êtes le bienvenu pour des matins entiers, bien sûr, à Paris, de votre prochaine venue en France. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Moussa. They're welcome whenever you come to Paris. Voilà, il est 9h41 au Caire, 8h41 à Paris, retour à Paris. Peut-être à chaud, un mot de commentaire, Toufik Aklimandos? Oui, il nous a donc appris qu'il y avait beaucoup de concertation avec les forces politiques, ça on le savait. Le problème étant que les forces politiques n'ont pas les moyens de faire rentrer les gens de la place Tahrir, à la place Tahrir. Par contre, il a également dit que les mouvements de jeunesse étaient associés aux concertations. Alors, la question est de savoir quels sont les mouvements de jeunesse et s'ils sentent qu'ils sont là pour vraiment discuter ou si on les a fait venir, pour un effet d'annonce. Ça, c'est le premier, ça, c'est l'info. Pour le reste, M. Amomoussa est un candidat aux élections présidentielles et il veut donc gagner les élections. Donc, il est très attaché à ce qu'elles aient lieu d'abord et il doit ménager toutes les parties. Donc, il nous a tenu un discours très subtil, très ferme, veillant à ne fâcher personne. Ce qui est le principe, hein, quand on est candidat, cela dit. Brice Couturier. Mais il n'a pas répondu à la question qui me paraît, à moi, principale, prioritaire. C'est à savoir, est-ce que les militaires, est-ce que ce fameux Conseil suprême des forces armées a renoncé, oui ou non, à encadrer la rédaction de la future Constitution? Parce que c'est décisif. On se trouve en fait dans un régime qui est présidentiel. Est-ce qu'il va le rester? On est dans un régime où les ministres ne sont responsables que devant le président de la République et pas devant le Parlement. Est-ce que ça va continuer comme ça, etc. Toutes ces questions-là ne sont pas résolues et elles restent ouvertes. D'après ce que vous avez compris, Toufik Aklimandos, est-ce qu'on va vers une modification profonde? Comment vous dire, c'est extrêmement simple, on ne sait pas. Le Conseil supérieur des forces armées avait présenté un texte constitutionnel, un projet de texte de principe constitutionnel où il se donnait quand même d'abord, pour faire très court, un droit de regard important sur la composition de la constituante et un droit de veto sur ce qu'elle allait raconter. Droit de veto qu'il partageait avec la Haute Cour constitutionnelle. Mais il y avait de force. Ce dispositif était quand même pour empêcher, disons, de remettre en question le principe de la citoyenneté et pour empêcher, comment vous dire... La proclamation d'un État islamique. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je ne poserai pas la question comme ça, mais c'est pour empêcher aussi de voir le budget militaire ou les décisions de prise de guerre prises par quelqu'un d'autre qu'eux, ce qui est très important. Cette feuille de route a été contestée par tout le monde. Alors certains sont d'accord avec le principe, mais doivent... Non, elle n'est pas retirée pour le moment. On avait dit qu'on en reparlerait après les élections. Toufik Aklimandos, un petit mot. Est-ce que en ce moment on a le temps ou pas en Égypte de regarder ce qui se passe, en Tunisie, en Libye, quant aux transitions démocratiques? Enfin, je parle surtout et en Syrie, mais pour la transition démocratique, on n'est pas encore en Syrie. Je parle plutôt par exemple avec la Tunisie. Est-ce qu'on regarde ça? Est-ce qu'on s'en inspire ou pas? Est-ce que il ne faut pas chaque fois au fond comparer les calendriers? Je sais pas qu'est-ce que vous mettez dans on. Évidemment, le personnel le personnel politique égyptien suit de près évidemment ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe, vous l'avez dit, en Turquie. Ça me semble évident. Je dirais que les organismes sécuritaires doivent probablement surveiller très près ce qui se passe en Libye. Et moins les autres. Ouais. Et pendant ce temps, au Maroc, c'est le coup d'œil de Thomas Cluzel. Et oui, puisque si l'on parle aujourd'hui des élections qui devraient se tenir lieu en Égypte lundi prochain, quelques jours plus tôt, vendredi 25 novembre, se tiennent au Maroc donc des élections, les premières après l'adoption de la nouvelle constitution. Et selon l'envoyé spécial donc de l'Express, Dominique Lagarde, eh bien le problème, c'est que les pratiques des partis là-bas n'ont pas changé. Les cassis qui tiennent toujours le haut du pavé et laissent la génération montante à l'écart du jeu politique. Alors c'est assez simple à comprendre en réalité. Tous les partis veulent des candidats qui aient le maximum de chances de passer et préfèrent donc toujours opter pour un notable bien implanté localement qui a plus de chances d'être élu forcément qu'un jeune sans réseau. Et voilà pourquoi les barons locaux, les chefs de clan, achètent aujourd'hui les positions éligibles sur les listes en échange de la mise à disposition de leurs moyens et de leur réseau. Et lorsque les barons acceptent de ne pas se représenter, ce n'est qu'à la condition que leur propre fils soit inscrit sur cette liste. Alors Ismaël a 36 ans et il a fait justement les frais de cet ostracisme. Encouragé par le vent du changement, ce jeune cadre avait décidé de se porter candidat à l'investiture dans une circonscription
inscriptions. Et sans surprise, donc, le bureau politique a préféré reconduire le sortant. Je souhaitais relayer la dynamique du mouvement du 20 février, explique Ismaël. Mais face aux éléphants agrippés à leur siège, c'est peine perdue. On perpétue un système de rente. Alors, dans ces conditions, il n'est guère étonnant que de nombreux jeunes restent aujourd'hui à l'écart du jeu politique quand ils ne rejettent pas carrément le système. La plupart des composants du mouvement à l'origine du printemps marocain ont décidé de boycotter le scrutin de vendredi, au risque donc de laisser les factions les plus radicales et les plus minoritaires récupérer la vague contestataire, un choix qui traduit bien, quoi qu'il en soit, l'incapacité donc de passer aujourd'hui de la prise de parole à l'action politique. Bien sûr, il y a fort à parier donc que le Parlement qui sortira des urnes vendredi ressemblera beaucoup au précédent, une assemblée en somme de notables largement atone, et le risque serait alors que la contestation reparte attisée par le mécontentement social. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, Toufik Aklimandos, nous arrivons au terme quasiment de cette émission. Peut-être la dernière question, où il y a eu toujours, et c'était d'ailleurs extrêmement réjouissant quand nous étions au moment du mois de février dernier au Caire, des mots, des slogans, des blagues, des sortes de comptines même au fond qui accompagnaient des chants, qui accompagnaient la révolution. Les graffitis sur les murs du Caire se sont durcis, sont tout de même beaucoup moins drôles ces jours-ci, par exemple. Et il y en a un qui dit, par exemple, tout simplement « Tantaoui égale Moubarak ». Est-ce que ça résume toute la situation, au fond, que ce graffiti « Tantaoui égale Moubarak » et qu'on sent que les choses se tendent réellement dans cette révolution égyptienne ? Cela explique, c'est un très bon résumé de ce que pensent les manifestants de la place Tahrir et probablement une bonne partie du pays avec eux, voire une majorité, on n'en sait rien. J'ajouterai sur le registre drôle que sur Facebook, quelqu'un disait, vous savez, le maréchal, ses chaussures ont été volées pendant qu'il faisait ses prières dans une mosquée. Et alors sur Facebook, on disait, il nous a volé la révolution, on peut bien lui voler ses chaussures. Brice, un petit mot juste l'inquiétude, pour témoigner de l'inquiétude qui se répand, parce que si l'Égypte allait basculer vers un scénario de guerre civile, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé en Algérie avec le FIS, quand de la même façon un mouvement islamiste a gagné les élections ou a failli les gagner et que l'armée est sortie des casernes pour reprendre le pouvoir, ça s'est traduit par 200 000 morts. Vu ce qui est en train de se passer en Syrie à côté, on comprend que dans l'ensemble de la région, au Proche-Orient, il y a une grande inquiétude par rapport à l'Égypte, parce que c'est quand même le pays le plus important avec 80 millions d'habitants. À votre avis, est-ce qu'on risque ce scénario de guerre civile ou non ? Je pense qu'il est improbable, mais il n'est pas à exclure. Il vaut mieux partir du principe qu'il est probable et essayer d'empêcher qu'il arrive, à penser qu'il n'y a aucun risque de se retrouver dedans. Selon moi, le problème central en Égypte, c'est que maintenant beaucoup d'armes circulent. Les centres de police, fin janvier, ça a pris d'assaut. La Libye, c'est un marché ouvert d'armes. Cela dit, je pense que les Égyptiens n'en veulent pas de la guerre civile. Vous me direz que personne ne veut jamais de la guerre civile. Et l'exemple algérien, tout le monde l'a à l'esprit aussi. J'espère que ce sera suffisant pour l'empêcher. Toufik Aklimandos, vous avez choisi une chanson pour nous. Oui. Quand on entend, c'est quoi ? C'est la chanson de la Révolution qui a été composée un peu avant ou un peu après le départ de Moubarak, qui a été un tube extrêmement important. Et qui dit, je suis sorti et j'ai dit que je ne reviendrai pas, j'ai écrit avec mon sang dans toutes les rues, j'ai amené à écouter tous ceux qui ne voulaient pas entendre, nous avons renversé toutes les barrières, nos armes étaient nos rêves, le matin est clair devant nous, dans toutes les rues de mon peuple, on entend le cri pour la liberté.